Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Lyon Politique. On va décrypter l'actualité lyonnaise de la semaine avec autour de la table aujourd'hui le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des idées publiques et de l'équipe des Lyonnes, Alexandra Carra-Cézéli, la déléguée nationale d'Identité Liberté Agnès Marion et le politiste Romain Mels. Bonjour à tous. Bonjour Alexis. Bonjour. Au sommaire aujourd'hui, le sondage de Jean-Michel Aulas, The Village et l'hébergement d'urgence. Cette semaine est partiellement paru un sondage Cluster 17 qui a été commandé par Jean-Michel Aulas et son entourage. C'est le premier qui teste l'ancien président de l'OL pour les élections municipales 2026 à Lyon. Et avec 17% d'intention de vote, il talonne Grégory Doucet, 22%, et il relègue au second plan Georges Képénékian, Pierre Oliver, les autres forces de droite et de gauche. Alors, est-ce que Jean-Michel Aulas vient de plier le suspense pour être l'opposant numéro 1 ? Et surtout, Grégory Doucet qui est en tête alors que toute la gauche a été testée. Est-ce que c'est plutôt rassurant pour l'écologiste ? Romain ? Je pense que lui, même s'il n'a pas réagi, il n'y avait pas à réagir parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur le sondage, je pense que ça lui a fait plaisir, Grégory Doucet, de penser qu'il était quand même premier, avec le fait que tout le monde le pourrit pour les travaux depuis 2 ans, enfin les travaux depuis 1 an, mais après, avant on dit il est premier et il n'y a pas vraiment de concurrents à gauche sérieux. Parce que quand il teste Sandrine Runel, Sandrine Runel, elle était dans la majorité de Grégory Doucet, elle est députée, la probabilité pour qu'elle soit contre lui est quand même de l'ordre de 0. Donc ça veut dire qu'ils n'avaient personne à mettre en face. Enfin, on pourrait imaginer... Ils ont testé Idir Boumertid pour LFI, qui n'a aucune chance de venir à Lyon. Tout à fait, donc ça montre bien quand même qu'ils n'avaient pas... Soit ça voulait dire qu'ils voulaient mettre haut Grégory Doucet, parce qu'ils ont testé n'importe quoi, parce que tout le monde sait qu'on ne va pas voter pour les Lyonnais ne contestent pas, qu'il n'y a aucune raison de se présenter jamais à Lyon, et ils ne vont pas tester Sandrine Runel, ça n'a aucun sens. Ça a un sens quand même, un peu plus que Idir Boumertid. Ça aurait eu un sens de tester Anaïs Belloissa-Chérifi pour LFI, par exemple, mais Sandrine Runel, c'est intéressant aussi de la tester. Parce que ça veut dire que les gens se disent elle n'est pas députée, elle pourrait revenir, elle pourrait démissionner, il va y avoir une dissolution. Non, c'est possible. C'est possible en théorie, mais les gens ne se préparent pas à voter Sandrine Runel. Elle, en tout cas, elle ne se prépare pas à y aller contre lui. Donc donc ça montre quand même que dans le sondage, s'ils n'ont pas réussi à tester des noms autres, ça veut dire qu'il n'y a rien d'autre à gauche. Et donc, alors, ils n'ont pas testé NPG, Nathalie Perrin-Gilbert. C'est ça. Ouais. Alors, ça, c'est un peu bizarre. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est un peu étonnant, oui, parce que là, on s'attend quand même à ce que, même si elle a dit ce sera une décision collective, on s'attend quand même à ce qu'elle y aille. Elle s'est fait virer par Grégory Doucet. Donc voilà, le fait qu'il ne la teste pas, elle, alors qu'elle était là la semaine dernière, en 2020, et qu'elle a fait 10%, le pas la tester, alors qu'elle est là, elle n'est pas députée quelque part, ça veut dire quand même, c'est ou ils sont très mauvais pour la fabrication de sujets, ou ils voulaient envoyer un message en disant ça sera Doucet contre nous. Et c'est possible. Si on reste sur Grégory Doucet, puis on basculera effectivement sur Jean-Michel Aulas ensuite, le fait qu'il soit quand même aussi haut, alors que les autres forces de gauche sont testées, c'est plutôt rassurant pour l'hôtel de ville ? Alors ce qui est moins rassurant dans le sondage, c'est qu'il y a 58% de Lyonnais insatisfaits de son action, ce qui n'est pas commun quand même dans un sondage à 1 an des municipales. Ça, c'est un vrai point d'alerte. Ce qui est rassurant pour lui, effectivement, je suis d'accord sur l'idée que... il s'impose à gauche et quand même ça règle l'essentiel du problème pour une municipale sortante. Et quelque part, ce qui est rassurant aussi, mais on parlera après de l'opposition, c'est que en fait, son opposition locale n'a pas du tout réussi à se faire entendre. J'ai bien aimé Pierre Oliver qui dit si Jean-Michel Aulas est haut, c'est parce que l'opposition se fait entendre, et qui se fait entendre dans l'opposition, c'est moi. Comment justifier d'arriver 5e alors que ça fait des années qu'il essaye d'expliquer qu'il est le leader naturel de la droite? Là, on constate qu'il ne l'est pas. Agnès, pour être transparent, vous êtes testé dans ce sondage. sondage. Alors je ne sais pas si c'est déontologique de commenter un sondage dans lequel on est testé. Mais vous êtes testé en plus avec une étiquette que alors vous oui, justement, plus. effectivement, c'est pour ça que... il est un peu impressionniste, ce sondage, quand même. Il y a quand même un certain manque de rigueur. Typiquement, moi, je suis testée comme étant Reconquête, alors que je suis Identité Liberté, le parti de Marion Maréchal. On teste Pierre Oliver, d'accord, on ne teste pas Béatrice de Monti, qui a priori a quelques ambitions également, et tout ça n'est pas complètement scellé. Qui est la seule à faire vraiment campagne pour le moment. C'est la seule à remplir des salles, à avoir un projet, à faire campagne. Et qui ne fait pas campagne que dans le 3e, puisqu'on trouve des tracts de sa campagne dans le 2nd. Donc voilà, donc il y a des gens qui sont déclarés, qui ne sont pas testés, il y a des gens qui ne sont pas déclarés, qui sont testés. C'est quand même un peu le flou artistique. Donc je ne sais pas quelle est la solidité des résultats qu'on peut trouver dans ce sondage. En tout cas. Mais alors, pour Jean-Michel Aulas, par exemple, on voit qu'il est très haut et que la droite est plutôt basse, la droite jusqu'à l'extrême droite. Est-ce que ça veut dire que c'est sur ce terreau-là qu'il va pouvoir potentiellement faire campagne s'il se déclare ? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en fait, l'engouement qu'il peut y avoir sur la candidature de Jean-Michel Aulas, qu'on voit dans le sondage quand même, parce que pour un galop d'essai, c'est quand même 17% comme ça, c'est quand même bien.
c'est qu'en fait, il y a une vraie volonté chez les Lyonnais, je pense qu'on l'entend à l'extérieur de ce sondage, d'avoir une sorte de front anti-Doucet. En fait, les Lyonnais sont KO de la politique qui est menée par le maire de Lyon, et du coup ont envie de trouver des alternatives. Évidemment, la candidature de Jean-Michel Aulas, c'est d'abord la notoriété, c'est un peu le consensus, parce qu'il a fait rêver les Lyonnais, quel que soit leur bord politique, évidemment, et puis qu'il a donné beaucoup de fierté à cette ville à travers l'aventure de l'OL et l'attachement naturel que les Lyonnais ont à l'Olympique lyonnais. Donc voilà, donc en fait je pense que ça repose beaucoup là-dessus. Après ça reste une candidature société civile. On sait que parfois ces candidatures-là ont du mal à aboutir ou qu'elles ont besoin de s'adosser à des choses plus politiques, à des gens qui savent faire de la politique plus politique. Donc voilà, moi j'attends de voir, je suis ça avec beaucoup d'intérêt, de curiosité. Voilà, c'est assez révélateur en tout cas de ce qui se passe à Lyon, je pense. Société civile pour Jean-Michel Aulas, mais peut-être plus pour très longtemps, puisqu'il a rencontré Gabriel Attal hier. Et, oui, bien sûr. Et que, voilà, Renaissance... Tout ça est évidemment à suivre. Moi, je note aussi que le camp national, c'est-à-dire qu'Andrea Cotarac, qui est testé pour le Rassemblement national à 10%, moi-même qui suis testée sous une mauvaise étiquette, mais qui suis également du camp national, bon, finalement, ça fait 13%. C'est quand même aussi un score qui est haut, parce que c'est des formations qui ont vocation à partir ensemble. Et du coup, voilà, c'est quand même un score qui compte, qui permet aussi d'être aussi faiseur de roi, je pense. Ça nous met au-delà du score qui est prêté, par exemple, à Pierre Oliver. Donc, c'est pas inintéressant non plus de se mettre dans ces perspectives-là. Faiseur de roi, il faut pouvoir faire une alliance. Dans un scrutin municipal au deuxième tour. On verra si on arrive à suivre l'envie des Lyonnais, en fait, voilà, de faire ce front anti-Doucet. Alexandra ? Là, le sondage, c'est clairement, c'est une photo. Ils ont testé des hypothèses. C'est la première fois que Jean-Michel Aulas fait ce test. Donc, ils ont posé des hypothèses de travail, plus que des noms. Je pense qu'ils voulaient un petit peu jauger le rapport de force. Oui, le maire arrive en tête, ce qui est quand même normal sur ce genre de profil, mais il arrive en tête dans une position qui est absolument pas confortable pour lui, et en plus on voit que son camp est fractionné, et donc est-ce qu'ils seront en capacité de s'unir pour le deuxième tour? Ça va être encore autre chose. Moi, ce que j'observe, c'est surtout que l'hypothèse Jean-Michel Aulas, vraisemblablement, elle crante, elle crée la surprise. Il arrive quand même en deuxième sur un jeu politique qui était censé être déjà bien occupé, donc il crée la surprise, et finalement il arrive un peu à capter les attentes à la fois du renouveau et du ras-le-bol des Lyonnais. Donc, et surtout dans les intentions de vote et les crédits de confiance, il est très haut. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit qu'il ne venait pas du champ politique, mais en même temps, c'est quand même, je rappelle, un grand président de club. Les présidents de club de foot de ce niveau-là, ils ont l'habitude de gérer la politique. Ils gèrent les droits télé, ils sont tout le temps en négociation au plus haut niveau avec l'État. Enfin, ce n'est pas non plus des gens qui débarquent dans un jeu politique qu'il ne connaîtrait pas. En revanche, la difficulté qu'il va avoir... Voir ce qu'il va dire sur le périscolaire, sur les cantines, sur les crèches... mais ça, en fait, on veut le ramener sur des petits machins, sur les compétences mais c'est pas comme ça que ça se gère. Un peu petits machins, c'est pas des petits machins, le périscolaire, les écoles... Ce que je veux dire, c'est que c'est pas l'enjeu aujourd'hui qui se joue sur la ville de Lyon et sur la définition du programme. Et vous le savez très bien, ce qui se joue, c'est la vision qu'on veut donner à cette ville, c'est l'ambition qu'on a, c'est la vision qu'a eu un Gérard Collomb à une époque, qu'ont eu d'autres maires, de dire voilà, quelle est l'ambition qu'on veut pour notre territoire. Jean-Michel Aulas fait partie de ces personnes un peu visionnaires qui pourraient proposer un projet intéressant. Les leviers en la matière, ils sont plutôt à la métropole qu'à la ville de Lyon. Dire, en fait, d'accord. La difficulté qui va aller, si je peux me permettre d'aller jusqu'au bout de mon idée, c'est qu'effectivement, est-ce qu'il va s'adosser à des partis politiques pour pouvoir structurer sa campagne, ou est-ce qu'il va vouloir jouer la carte de la société civile et d'aller lui-même poursuivre son élan? C'est ça toute la difficulté. Les gens qui sont extérieurs, les profils extérieurs, pour se rassurer souvent, ils ont envie d'aller s'adosser à des partis politiques. Or, aujourd'hui, les partis politiques, ils sont quand même pas forcément porteurs ou en bon état, ou même en état vraiment de fonctionner. Donc pour moi, la problématique, l'enjeu, il est plutôt là que de savoir s'il va savoir s'occuper des cantines scolaires. Il saura faire, il saura s'entourer. Voilà. Raphaël ? Pour moi, la vraie première info de ce sondage, c'est que c'est Aulas qui l'a commandé. Et ça veut dire que Aulas, très sérieusement, envisage d'être candidat à la mairie de Lyon. C'est pas une hypothèse comme il la mettait à chaque fois avant les élections pour peser sur un enjeu, pour avoir quelque chose de plus sur son club. Là, apparemment, il n'a rien à jouer. C'est vous qui avez parlé de fantasme de cette candidature depuis des semaines dans cette émission, en disant que c'était le grand fantasme de la droite. Non, c'était pas un grand fantasme. C'est pas de la droite. Il se pose vraiment la question. Je vous coupe, pardon, mais en fait, on voit que quand François Hollande est venu à Lyon, il a dit « Ah, pourquoi pas ?»
ou un truc comme ça. Il n'a pas été reçu, mais il a dit quelque chose d'assez favorable. Et là, on est surpris de voir que c'est plutôt le centre qui parle avec lui. Et alors que Pierre Oliver, clairement, quand il a pris la parole, il était un peu opposé à cette... Donc c'est marrant, je trouve, c'est que son positionnement est quand même gauche-centre-gauche à Aulas. C'est quand même... Non mais alors ce qui se passe, c'est que François Hollande. Ils sont tous en train de lui courir après parce que tout le monde se dit... Pas la droite. Mais à peu près tous les candidats, parce qu'ils ont quand même globalement tous émis plutôt des rapports un peu favorables pour dire que c'était une grande personnalité, etc. Je suis d'accord. En fait, ils s'envisagent tous comme le futur dauphin de quelqu'un qui sera là que pour un mandat. Donc, est-ce qu'il va céder à la flatterie? Est-ce qu'il a son idée et est-ce qu'il a une ligne de conduite avec une vraie stratégie politique? L'avenir nous le dira. Et alors, pour finir ma phrase... Pardon, c'est vrai, on vous a coupé. Pardon. L'info, quand même, effectivement, c'est que lui, il y pense vraiment. Et je pense, par contre, il est très déçu par ce sondage parce qu'il s'imaginait, comme personnalité de la société civile, écraser un peu le match dès le départ. Et je pense qu'en voyant que, oui, il est haut, dans une opposition qui est très faible, mais il n'est quand même pas souverain sur ce scrutin. Et quand on regarde la réalité des rapports de force, bah, c'est quand même compliqué, parce que vous dites la gauche est fragmentée. Elle est fragmentée parce que pour l'instant, on présente différents candidats aux gens, mais on verra bien ce qui se passera à la fin. Et quand on fait l'addition des scores, pour l'instant, la gauche Sauf est qu'on sait très bien que si Jean-Michel Aulas y va, Képénékian va se ranger, il y a un certain nombre de gens qui se rangeront naturellement parce qu'ils n'iront pas au bout de la candidature. Ben, on verra. Donc c'est une première photo. On verra, c'est une campagne. Qui présente un rapport de force. Et oui, bien sûr, on verra, il y a une campagne, mais il y a forcément des gens qui aujourd'hui ont posé des candidatures. On a déjà fait le tour de toutes les candidatures qu'il y a eu, et je pense qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, c'est normal, on est un an, les gens jaugent les rapports de force, et le sondage permet déjà de poser... Je pense que Jean-Michel Aulas se disait... moi, je me présente, les Lyonnais, ils vont préférer moi que Képénékian ou Pierre Oliver qui connaissent même pas. S'il était si déçu de ça, il ne l'aurait pas laissé sortir. Oui, c'est lui qui l'a payé quand même. Quand vous payez un sondage, vous n'êtes pas obligé de le donner à l'ensemble de la presse. Déçu au sens que je pense que c'est plutôt un frein à sa candidature, ce sondage, qu'en réalité, vraiment un accélérateur. Il a déjà dit pour l'instant, il va attendre l'automne pour se prononcer, y aller que si effectivement il est capable de rassembler le camp présidentiel. Mais bon... Vu de Paris, c'est sûr que la candidature de l'As, c'est parfait. Vu de Paris, ils se disent qu'il faut toujours un nom. Ils ont toujours des idées géniales depuis Paris. C'était Dominique Perben, c'était le choix parfait. Voilà, et bon, après, on verra qu'il y a quand même une campagne électorale derrière. Et je suis désolé, les compétences de la ville de Lyon, et quand même, c'est essentiellement tout ce qui tourne autour de l'école. Donc ce sera les cours, ce sera les cantines, ce sera le périscolaire, ce sera les crèches, ce sera... Oui, la vraie question, c'est une vraie question qui est quand même un angle mort de ce sondage. C'est en fait, effectivement, il y a la ville, mais on sait que les compétences de la ville sont désossées au profit de la métropole. Et qui est l'attelage de Jean-Michel Aulas à la métropole pour effectivement activer des vraies politiques qui restructurent et la ville de Lyon, mais toute l'aire urbaine lyonnaise. Et donc là, il y a un vrai impensé dans le sondage, en tout cas. La suite logique, ça serait que finalement Jean-Michel Aulas représente le camp présidentiel à la ville de Lyon et que la droite soit soutenue par le camp présidentiel à la métropole. C'est un peu l'attelage dont on parle depuis des semaines, mais par contre on ne savait pas bien qui allait être le candidat du camp présidentiel à Lyon. On parlait d'Emmanuel Hamelin, de Thomas Rudigoz, et donc là ça pourrait être Jean-Michel Aulas. C'est un peu la suite logique, Raphaël. Oui, ce serait la logique, même électoralement, ce serait la logique qu'il soit dans ce type de configuration. Et le camp présidentiel a reconnu que pour l'instant, ils n'avaient pas de candidat. Ils avaient Thomas Rudigoz, mais qui n'était pas vraiment très motivé pour y aller. Oui. Donc Emmanuel Hamelin, qui lui était motivé, mais très content de se ranger derrière, parce qu'il a quand même conscience que ses chances sont relativement faibles. Donc pour eux, c'est un peu providentiel, ce type de candidature. Ça dit quand même la faiblesse du camp présidentiel à Lyon. Je ne sais pas si l'étiquette Emmanuel Macron aux prochaines municipales est franchement un avantage pour Jean-Michel Aulas ou pas. Je pense qu'au contraire, il aurait plutôt à gagner aujourd'hui à présenter un projet cohérent pour la ville, une équipe cohérente pour la ville, et pas s'embarrasser de tout l'héritage de ces anciens élus qui sont quand même datés de l'époque Colomb et qui suscitent aucun enthousiasme. Oui, mais dans ces cas-là, si l'hypothèse était la bonne, on devrait voir la droite soutenir activement la candidature de Aulas à la ville et proposer cet attelage en disant on aura nous un soutien et on aura nous quelqu'un à la métropole. On n'entend rien. Les négociations sont en cours. Il ne faut pas soutenir quelqu'un qui n'ira pas au final. Il faut quand même qu'à un moment donné, parce que s'il commence à dire aujourd'hui on soutiendra Jean-Michel Aulas et que Jean-Michel Aulas n'y va pas, les gens vont se rendre compte que Pierre Oliver, c'est pas Jean-Michel Aulas, c'est pas le candidat de substitution naturelle. C'est pas la même chose. Non, mais ça ne peut pas être Pierre Oliver, parce que s'il y va, il faut que ça soit la droite aura la métropole. La droite devrait dire on aura un candidat pour la métropole. Mais si Jean-Michel Aulas n'y va pas finalement.
s'il ne va pas, on verra. Mais pour l'instant, ils ont intérêt à faire réaliser. Non, mais ils ont intérêt à faire réaliser une. Enfin, c'est en faisant les choses qu'on les fait arriver. C'est un peu de la prophétie autoréalisatrice. Si vous faites qu'en attendant qu'il se passe quelque chose de merveilleux, vous créez rien en politique. Donc, Retailleau et Wauquiez devraient dire on est très intéressé par cet attelage. Au lieu de quoi, ils disent rien. C'est comme louche. Oui, je pense que ce serait tirer une balle dans le pied parce que ça consiste à dire notre seul espoir c'est Jean-Michel Aulas. Si jamais il y va pas, oui, mais on peut avoir la métropole. Si ça marche, on peut avoir la métropole. Oui, mais aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez. Aujourd'hui, c'est Laurent Wauquiez qui décide, et Laurent Wauquiez, il est dans une campagne interne où il est en train de taper sur le gouvernement et Emmanuel Macron. C'est Laurent Wauquiez qui décide? C'est lui qui choisit le candidat de la droite à la métropole, par exemple? Il va avoir un poids. En fait, je trouve qu'aussi le vrai intérêt de la candidature Jean-Michel Aulas, c'est effectivement ce statut un peu consensuel, au-delà des clivages partisans, etc. Là, en fait, l'échange que vous avez, c'est précisément tout ce que refusent les Lyonnais. Exactement. Et du coup, en fait, je trouve que ça démonétise parfaitement sa candidature si effectivement ça devient un jeu de c'est le camp présidentiel qui le soutient, ou il va partir avec. Enfin, du coup, en fait, cette candidature n'a plus d'intérêt. En tout cas, le sondage, il montre clairement qu'il y a un avenir politique à construire pour Jean-Michel Aulas. C'est l'enseignement principal de ce sondage. Mais c'est l'objet de négocier. Qu'est-ce qu'il va en faire voilà, oui, mais Agnès, vous vous doutez bien que Jean-Michel Aulas, aujourd'hui, il est un peu tout seul et qu'il a besoin de gens pour monter des listes, il a besoin de gens pour faire campagne et qu'il a besoin de s'adosser potentiellement à un parti, sans nécessairement en faire la promo pendant la campagne. J'entends, mais en fait, à partir du moment où vous retombez dans le jeu de politique aérie, etc., que fuient les Lyonnais, je ne vois pas comment ça devient. C'est beaucoup moins appétissant, je trouve. Non, mais après, au final, c'est vrai qu'on l'a dit, je me suis énormément trompé sur Véronique Sarcelli, donc je me suis sans doute trompé sur Aulas aussi, mais à mon avis, il n'ira pas. Ah oui, vous prenez les paris? Oui. Bon, mais je me suis beaucoup trompé. On va faire des clips de ce... Merci de ne pas enregistrer. Merci de ne pas enregistrer. Allez, je vous propose qu'on passe à notre deuxième sujet. La préfète de région qui doit prochainement décider si elle accorde le droit à The Village d'ouvrir le dimanche. Grégory Doucet et Bruno Bernard ont rendu un avis consultatif mais négatif, tout comme les maires de Chambéry et de Vienne. Le créateur du village de Marque de Villefontaine a répondu assez sèchement à Grégory Doucet, lui conseillant de s'occuper plutôt de son centre-ville à l'agonie. Mais justement, est-ce qu'un The Village ouvert 7 jours sur 7 serait le dernier clou sur le cercueil des commerçants de la presqu'île, ou bien ce sont simplement deux dynamiques parallèles? Alexandra? Alors, pour moi, c'est le coup de gueule de l'émission. J'en ai ras-le-bol de l'hypocrisie de nos élus sur ce sujet. On ne peut pas, dans le même temps, avoir une presqu'île lyonnaise qui n'appartient pas qu'aux Lyonnais, puisque c'est précisément l'enjeu d'attractivité. Tout le monde adore venir en presqu'île, les Lyonnais, les grands Lyonnais, tout le monde aime ce lieu, etc. La qualité de la presqu'île, c'est qu'on a 56% de commerces indépendants, ce qui est au-dessus des moyennes nationales. Donc on a une mixité entre des commerces indépendants de qualité et des grandes enseignes, etc. Depuis 2 ans, la ville est impraticable et elle va l'être durablement impraticable parce qu'on a fait des travaux d'une transformation inouïe et elle va l'être durablement parce qu'on va imposer une zone à trafic limité, une espèce d'usine à gaz dont on ne sait pas très bien comment elle va fonctionner. Bref, aujourd'hui, 66% des commerces de la presqu'île ont une baisse de chiffre d'affaires supérieure à 20%. Ils ont tout eu, les commerçants. Ils ont eu le Covid, les gilets jaunes, ils ont des manifestations tous les samedis, ça recommence demain. Alors bien sûr, il y a de la vente sur Internet, etc. Enfin, bon, excusez-moi, mais c'est normal. Plus personne ne peut venir. Donc on ne peut pas, dans un sens, s'offusquer, la main sur le cœur, pour dire « Oh là là, c'est pas bien, The Village va ouvrir tous les dimanches, c'est la mort du commerce de centre-ville », et tout faire dans le même temps pour tuer son propre commerce de proximité. Donc, ça suffit, il faut arrêter. Donc il faut ouvrir The Village le dimanche. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Je dis simplement, quand on a une politique publique où on veut de la décroissance, on le dit. On dit qu'on veut transformer la ville durablement parce qu'on veut moins d'habitants, moins de commerces et qu'on veut remplacer les commerces existants. Et on l'affiche et on l'assume, mais on arrête de faire croire aux gens de manière hypocrite, personne n'est dupe, que en fait, dans un sens, c'est pas notre faute, il y a des travaux parce qu'on est gentil, on veut apaiser la ville, personne n'y croit plus. D'ailleurs, le sondage, c'est aussi l'enseignement de ça, c'est aussi de dire que la promesse qu'incarnait Grégory Doucet, elle est plus au rendez-vous aujourd'hui. Et à l'inverse, dire c'est pas bien d'ouvrir une plateforme commerçante à proximité immédiate de Lyon, à moins de 20 minutes en voiture, des parkings gratuits à gogo. Il faut être clair dans ce qu'on propose aux gens. Donc on ne peut pas dire tout et son contraire. C'est pas possible.
C'est plus clair, Raphaël? Ah non, j'ai rien compris. Mais si, elle dit on peut Oui, pas. si j'ai compris que... voilà. Non, mais la mort du commerce Voilà, lyonnais est bien antérieure y a des à gens pour qui, l'ouverture de The Village. Oui, non, je comprends. Et, Donc c'est le problème. Donc c'est moi, en fait. Quel que soit le sujet, on va reparler du vélo, on va reparler de... Non, mais on Non, mais d'abord, en fait, on transforme la on va ville. parler de vélo, là. Je pose juste la question. Sans l'ouverture. Je croyais que la question c'était de savoir est-ce qu'il faut que The Village ouvre ou pas le dimanche. Non, Le c'est- maire est-ce de que c'est Lyon le s'y dernier clou opposait. sur le cercueil, Alors est-ce que le maire des de commerçants le maire de Lyon s'y oppose? Est-ce qu'il a raison ou pas? Parce que je vois toute l'opposition dire c'est un scandale, il s'oppose à la fermeture le dimanche. Bah, Ah il bon, c'est-à-dire qu'ils s'oppose, sont- par contre, alors je vous rappelle juste qu'à Lyon, la loi permet d'ouvrir 12 dimanches par an. Le maire a autorisé que 8 sur 12. Alors on ne peut pas, je suis désolée, encore une fois, on n'est pas cohérent. Donc on ne peut pas faire semblant de défendre les commerçants dans un sens alors qu'en fait on ne les défend pas le reste de l'année. On Est-ce peut pas que vous êtes dire... pour l'ouverture dimanche plus de C'est- dimanche? moi- Parce que moi, c'est que les commerces moi, ce que indépendants, je pense- le problème c'est que Oui. les commerces indépendants, Mais oui, mais c'est eux je qui vous travaillent rassure, aussi le je dimanche. les connais bien, hein, les donc, commerces indépendants. c'est pas eux qui sont forcément Ils peuvent demandeurs pas. d'avoir plus d'ouverture le dimanche. Non, C'est les ils ne commerces. sont pas demandeurs de qui ça, sont c'est dans pas des la grandes question. enseignes, voilà. Ne mélangez pas les choses, ce n'est pas la question. Je sais pas, La j'essaie de question- répondre juste à la question qui est Moi, posée. j'ai pas d'avis sur savoir s'il faut ouvrir ou pas The Village. Ce que je vous dis, c'est que les politiques publiques aujourd'hui, il faut qu'elles soient cohérentes. Là, elles ne le sont pas. On ne peut pas dire dans le même temps, c'est pas bien The Village, il faut pas ouvrir le dimanche, et en même temps rien faire pour sauver le commerce mais de son ça centre-ville. peut- La question, est-ce ça qu'il peut faut être ouvrir ou pas cohérent. le dimanche de Village? Le maire de Lyon, comme les maires de différentes villes de droite autour, sont aussi réagis à peu près avec les mêmes arguments que les vôtres pour dire c'est un scandale. Grégory Doucet s'oppose à la fermeture, enfin l'ouverture le dimanche de The Village. Je pensais que sur ce sujet-là, ils seraient plutôt tous à dire là-dessus, d'habitude on n'est pas d'accord, mais là sur ce sujet, on est tous ensemble pour dire qu'il faut fermer, il faut pas ouvrir le Village le dimanche. Ça aurait été cohérent de l'opposition de dire ça. Pour une fois, on est d'accord avec Grégory Doucet. Dans le mandat, ils peuvent peut-être être d'accord une fois. Alors moi, c'est rien qui... Moi, c'est là que je vous comprends pas. Non, parce que vous êtes pour l'ouverture le dimanche. Je ne suis Mais pas non, pour en fait, l'ouverture c'est pas du le- dimanche, pas du tout. Absolument pas. Elle est contre la politique de Doucet qui consiste à tuer son petit commerce et après à faire semblant de dire que c'est The Village qui tue le Exactement. petit commerce. Voilà. L'hypocrisie pour se décrypter. Voilà. Incroyable. J'ai un traducteur. Vous avez de la cohérence quand même dans le choix de Grégory Doucet, qui est de dire qu'il ne veut pas que les gens travaillent le dimanche. Super. Ok. Donc vous êtes pour l'ouverture de The Village le Non. dimanche? Je ne comprends pas. moi. C'est pas Je suis ça. désolé. Je suis contre l'hypocrisie de nos politiques. Oui. c'est trop Vous êtes facile. surtout contre le fait qu'une fois dans le mandat, vous puissiez être d'accord avec Grégory Doucet. Non, je suis d'accord sur... Alors, j'ai pas effectivement trouvé encore sur quoi j'étais d'accord. Peut-être Mais- sur la fermeture le dimanche de The Village. mais Non, je sais pas. mais en fait, C'était quand l'occasion. le sage montre la ligne, l'imbécile regarde le doigt. Je suis désolée, Merci. c'est pas la question qui est posée. Donc, Je croyais que c'était on celle parle que, de- non, mais à la laquelle le situation- préfet doit répondre Je dans suis le mois qui désolée, vient. la Là, en situation elle est avril. hyper grave. Moi, je rencontre toutes les semaines des commerçants qui sont en train de fermer. Enfin, je veux dire, on parle pas de petits commerces isolés ou de gens qui ont fait des mauvais choix, des mauvais investissements. On parle de gens qui bossent 7 jours sur 7 depuis des années, qui s'échinent pour trouver des solutions, qui essaient de combattre le fait que les gens vont sur Internet, qui font ce qu'ils peuvent, qui sont d'accord pour la piétonisation, mais pas ce qu'on leur impose. Je veux dire, on arrête d'opposer les gens, de dire les grands méchants, les commerçants qui sont richissimes et qui s'en mettent plein les poches. Non, mais ça suffit. Et sans jamais être écoutés. Ils Parce sont qu'en fait, jamais ils portent des écoutés. doléances auprès de la mairie. Ils et sont en ne train sont de crever la gueule jamais ouverte. écoutés. Et il n'y a eu aucun fonds d'indemnisation mis en place, ni par la ville ni par la métropole. On fait une transformation comme jamais Lyon n'a connu et on met rien en face. Moi, c'est ça que je dis. Moi, je suis d'accord, mettons des pistes cyclables si ça fait plaisir à tout le monde. Je ne suis pas contre. C'est pas la question. Et encore une fois, je ne suis pas aux manettes, c'est pas moi qui décide. Ce que j'observe, c'est que dans la méthode et dans la façon de faire, on est en train de braquer les gens, on est en train de les opposer les uns contre les autres et on est en train de tuer la qualité du commerce lyonnais pour des années et ce sera durable. Et après, on va se dire pendant 10 ou 20 ans, oh, bah, c'est horrible, il n'y a plus de commerce indépendant à Lyon, il n'y a plus de commerce de qualité, il n'y a que des grandes enseignes et on a créé Disneyland. Ben voilà, mais il ne faudra pas s'étonner. Donc il faut arrêter d'être hypocrite. Il y a eu des assises du commerce il n'y a pas longtemps. Ouais, vaste, On n'a vaste plus de nouvelles. fumisterie. On n'a plus de nouvelles. Agnès, sur le sujet. Non, mais effectivement, je suis d'accord. En fait, les commerces de centre-ville n'ont pas attendu l'ouverture de The Village le dimanche pour crever, excusez-moi du terme, en fait. Enfin, pour venir passer une journée en ville, comme on pouvait le faire avant, pour aller faire ses courses en famille, etc. Vous avez déjà 60 € de stationnement. Ouais. En fait, déjà, vous avez votre budget de consommation chez les commerçants, il est dégrévé de 60 Si €. vous venez en voiture. Mais vous venez en voiture pour plein de raisons, parce que vous ne pouvez pas toujours venir en métro. Il faut arrêter avec ce mythe du métro qui vous fait aller partout. C'est pas nécessairement faisable. Pour rebondir avant cette polémique de l'ouverture de The Village le dimanche, il y a des centres commerciaux autour de Lyon, avec des galeries marchandes.
Il y en a une dans le sud-ouest lyonnais. La publicité qu'ils font, ici, il y a 134 commerces, 40 restaurants. Bon, mes chiffres sont, je ne suis pas tout à fait sûre de mes chiffres, mais voilà. Et surtout, le stationnement est gratuit. C'est ça leur pub, en fait. Parce que, et vous venez dans ce centre commercial le samedi après-midi, il n'y a plus une place. Avant, c'était simplement à la période de Noël, là, les quatre dimanches avant Noël, où effectivement, c'était un peu le rodéo pour essayer de se garer, parce qu'il y avait évidemment un flux tendu de personnes qui venaient faire leurs courses de Noël. Aujourd'hui, tous les samedis, vous cherchez des places pour essayer de stationner si vous devez faire vos courses le samedi. Donc voilà, ce délitement des commerces de centre-ville, ça fait un moment en fait qu'il est mis en place par des politiques publiques effectivement qui sont extrêmement nocives. Et il y a quelque chose qu'on ne dit pas non plus sur les commerçants, mais j'en profite pour le dire, parce qu'en fait il n'y a pas aussi de dispositif de stationnement spécial pour les commerçants, professionnels. Pour les commerçants. Ce qui veut dire, en fait, quand vous êtes commerçant et que vous venez bosser à peu près 21 jours dans le mois, 22 jours, peut-être plus, parce que parfois les commerçants bossent bien plus que ça, en fait, vous êtes obligé de prendre un ticket de stationnement parce que vous n'avez pas toujours l'opportunité, si vous n'habitez pas Lyon, de venir en transport en commun. Toute la journée, ça vous coûte 60 € par jour et vous avez 1 300 € de stationnement par mois, en plus dans les charges de votre commerce. En fait, c'est ça aussi la réalité du commerce, dont on ne parle pas beaucoup, mais je sais, moi, pour avoir précisément un commerce dans Lyon, ce que ça peut coûter et le fait que je fais partie des gens qui me disent que je n'ai plus aucun intérêt à garder mon commerce dans Lyon. Romain ? Non, mais c'est-à-dire que, moi j'ai du mal à croire que les gens, arbitrent entre aller à The Village et aller au centre-ville de Lyon pour acheter des trucs. J'ai du mal à croire que ça soit possible, mais peut-être que je me trompe. Donc j'ai l'impression. C'est quoi? C'est deux offres différentes, c'est ça? Oui, je pense que c'est deux offres différentes. Mais j'ai du mal. Effectivement, vous avez tout à fait raison. Moi, j'habite dans l'Est lyonnais, donc je pense que c'est très facile pour moi d'aller dans The Village, parce que j'ai une voiture et tout ça, et il y a la 43. Je pense que si j'habitais dans l'Ouest, dans le 9e ou dans le 5e ou un peu autour, à Sainte-Foy, ça serait très compliqué d'aller dans The Village. Il faut contourner Lyon. C'est très long, très loin. Je pense que c'est donc j'ai du mal à penser que ça soit vraiment une offre concurrente. Mais évidemment, je suis tout à fait d'accord avec l'idée de dire que ça ne doit pas ouvrir le dimanche. Mais en même temps, il y a cette fameuse polémique, cette petite polémique qui a il y a 2-3 mois où Jérôme Fourquet, là, de l'Ipsos, a dit les gens, ils vont à Ikea le dimanche, c'est une sortie. Et effectivement, il est possible qu'on soit dans une société où les gens sont contents de sortir le dimanche dans une sorte de centre commercial un peu féerique comme est The Village. Ça me paraît étrange, mais peut-être que c'est ce que les gens veulent et qu'on ne peut pas totalement les empêcher. Ils n'ont pas envie d'aller se balader dans la forêt ou aller voir les montagnes. C'est mystérieux. En tout cas, il revient à la préfète de prendre cette décision qui est très importante et forcément, elle est un peu coincée par le fait qu'elle est préfète de région et aussi préfète du Rhône à Lyon, donc à portée de baffe des élus lyonnais. C'est elle, au final, qui prend la décision. Hein. C'est pas Grégory Doucet, c'est pas Grégory Bernard. Bruno Bernard, pardon, on parle d'eux, mais... Puis c'est pas une situation du commerce lyonnais qui a été créée par l'arrivée des écologistes. Je rappelle que The Village, ça a 7 ans. Et je vous rappelle que ce qui s'est passé pendant le mandat de Gérard Collomb, ça a été l'ouverture, chaque fois qu'il y avait un projet, d'un centre commercial avec pas du tout indépendant, que ce soit ici à la Confluence, que ce soit à Carré de Soie. Chaque projet était associé avec des commerces, des centres commerciaux de ce genre. Je vous rappelle que c'est toute la vente de la rue de l'Arrêt alors là, il y avait énormément de commerces indépendants qu'on a chassés, fermés, pour revendre à des fonds de pension qui, derrière, font venir des Décathlon, des chaînes qu'on va retrouver partout ailleurs. Oui, non, mais c'est bien aussi de répondre à la question qui est posée au moment où elle est posée. En ce moment, c'est savoir s'il faut ouvrir ou pas le The Village le dimanche. Est-ce que, quand j'entends la compagnie de Falsbourg monter au créneau de manière assez agressive vis-à-vis de la ville, répondons à cette question-là sur l'ouverture du village. Je pense que tout le monde pourrait être d'accord et que ça ferait du bien à la politique locale qu'à un moment donné, quand les gens sont d'accord, ils le disent, ou le te taper dessus malgré tout. Oui, mais la question, c'est le dernier clou dans le circuit des commerçants. Oui, mais si vous parlez d'hypocrisie, les premiers clous, ça a été tout ce qui a été soutenu à l'époque par la droite sans aucun problème et qui a été fait par Gérard Collomb, de ces centres commerciaux en centre-ville et de la vente de la rue de l'Arrêt. Ouais, et ça, c'est les écologistes qui pour rien. On peut remonter 30 ans en arrière. Mais là, on parle des 4 dernières années. Et là, c'est vrai que clairement, il y a une accélération. Encore une fois, on n'est pas cohérent dans ce qu'on se manifeste dans des chiffres. C'est pas simplement. Quand on aura une préfète vide d'habitants et de gens qui viendront plus, et c'est déjà le cas, le nombre de gens qui ne viennent plus, c'est-à-dire tous les extérieurs, tous les gens qui venaient passer le samedi soir à Lyon, faire une petite virée en fin d'après-midi, enchaîner sur un restaurant,
Ils le font plus, les dîners entre copines, etc. Eh ben, c'est à l'extérieur de Lyon. Alors, c'est très bien pour les villes extérieures, mais je veux dire, on est en train de vider la presqu'île et de tout ce qui fait son attractivité et son essence. Moi, c'est ce que je défends. Je trouve que c'est vraiment dommageable de faire ça. Et quand on aura vidé tout ça, c'est très long et c'est très compliqué d'avoir des vraies politiques publiques qui traduisent un commerce de qualité. C'est compliqué d'arriver à gérer effectivement la préemption des baux, de pouvoir allier, de ne pas avoir 50 vendeurs de cigarettes électroniques dans la même rue. Voilà, ça se travaille. Donc là, c'est vraiment dramatique d'arriver à un stade où vraiment on ouvre les vannes, on fait partir tout le monde et peu importe ce qui se passera, parce que ce qui va remplacer ce sera pas forcément de la même qualité. Donc, Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'ensemble des maires de l'agglomération qui essayent d'avoir des centres-villes dans lesquels il y a des commerces indépendants, plutôt que, par exemple, le maire d'Écully, Sébastien Michel, qui est monté au créneau pour dire c'est un scandale, Grégory Doucet, l'écoutez pas, Madame la préfète, il dit n'importe quoi, qui disent en fait, avec Grégory Doucet, je suis d'accord, il faut qu'on préserve nos centres-villes et n'ouvrez pas le dimanche parce que moi je veux que mes commerces indépendants au centre d'Écully. Une agglomération, c'est pas forcément un seul centre commerçant et puis des fonctions périphériques, des bureaux à un endroit. C'était un peu la vision de Colomb, c'était ça, c'était des centres commerciaux à un endroit, des bureaux à un endroit, des habitations à un autre. C'est pas forcément l'habitation que les gens veulent. Avoir une agglomération où il y a de multiples centres et des multiples centres commerciaux avec des commerces indépendants, je trouve que c'est une vision qui peut être souhaitable et sur laquelle, en fait, on devrait pouvoir entendre les politiques dire à peu près la même chose aujourd'hui à la préfète. Ce serait quand même beaucoup plus fort. C'est-à-dire que vous considérez que la presqu'île, c'est un arrondissement ou une agglo parmi les autres. Moi, ce que je dis, c'est qu'il y a une menace pour l'ensemble des commerces de proximité de l'agglomération et pour tous les petits centres-villes qu'on peut avoir dans cette agglomération, et qu'à ce moment-là, au lieu de se dire on est tous unis pour demander à la préfète, ce serait quand même beaucoup plus fort. S'il y avait 60 maires qui se mettaient avec Grégory Doucet pour dire on est d'accord avec Grégory Doucet, n'ouvrez pas le dimanche. En fait, leur commerce de proximité, il marche très bien. C'est juste que... Donc ils sont pour l'ouverture du dimanche Non, mais d'ailleurs, ils ne sont pas spécialement pour l'ouverture du dimanche. Non, je pense qu'ils ne sont pas pour, et ils auraient intérêt tous à dire, en fait, avec Grégory Doucet, on est tous d'accord. Madame la préfète n'ouvrait pas. Il me semble que la maire de Sainte-Foy-les-Lyons, elle s'est exprimée sur le fait qu'elle était contre l'ouverture du dimanche. Ce qu'on entend surtout de l'opposition, c'est de dire que Grégory Doucet a tort sur tout le reste. Pour l'ouverture de dimanche. Non, mais il ne faudrait pas qu'il se défausse de ses responsabilités sur la mort du petit commerce lyonnais. En expliquant qu'en fait, c'est parce qu'en fait, il y a une ouverture le dimanche de The Village. La vérité, c'est pas ça. C'est ça qui est reproché à Grégory Doucet sur cette séquence-là. Après, moi, par exemple, je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il ne faut pas ouvrir les commerces le dimanche, parce que je trouve que c'est bien d'avoir un jour sur lequel on n'est pas dans les mêmes logiques commerçantes, et que ça soit le jour dédié à la famille, aux amis, etc., aux activités associatives. 32 minutes de débat pour dire que Grégory Doucet a tort, mais en fait, on est d'accord. Bon, okay. Non, mais c'est sur le dimanche. Donc vous êtes d'accord sur le fait que Grégory Doucet a tort? C'est magnifique. On est d'accord sur le fait qu'il faut prolonger le dimanche. Raphaël soulève un point, c'est qu'effectivement, on a été très bavard et qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui le troisième sujet qui était prévu. Je vous propose simplement de conclure et de tous dire autour de la table qu'effectivement, Grégory Doucet a raison de s'opposer à la fermeture dominicale de The Village, mais qu'il a peut-être une part de responsabilité dans la situation actuelle des commerces lyonnais. Est-ce que tout le monde est à peu près d'accord? Très grande part de responsabilité, oui. Voilà, sauf Raphaël. Énorme part. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous faire part de vos retours. L'actualité continue sur lyonmac.com. Et nous, on se dit à la semaine prochaine.